Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? Et c'est pour ça que souvent les peuples sont surpris de voir que les chefs ne sont pas réalisés que tout tourne mal. C'est la faute des gens qui entourent des chefs. Et c'est la faute des gens qui entourent des chefs, mais c'est aussi la faute des chefs. Parce que tout système multiplie ce qu'il récompense. Si tu es dans un groupe, quand un collaborateur te dit une vérité, ça t'énerve. Tu ne dis pas que ça t'a énervé, mais on voit que ça t'a énervé. Et dans les jours qui suivent, ton comportement, c'est de le brimer, c'est de l'affecter, c'est de le sanctionner. Tu n'as pas besoin de parler. Les gens voient que ce gars-là, depuis la dernière qu'il n'est pas là, vous avez vu comment le patron a commencé à le traiter? On fait ça une fois, on fait ça deux fois. Le gars dit, ah. Chacun se dit, s'il ne veut pas avoir de problème, quand ce gars-là te pose un problème, dis ce qu'il aime entendre. Et donc, progressivement, les gens étant des hypocrites, là, non pas pour aider le chef, pour servir, mais pour protéger leur place, ils se disent qu'il est plus rentable pour protéger sa place de vous dire ce que vous aimez entendre que d'être celui qui va vous dire la vérité si elle est désagréable. Et chacun, sur toutes les questions que vous abordez avec lui, vous dit ce que vous voudriez entendre et non pas ce qui est. À un moment, sincèrement, vous ne savez même plus ce qui est. Et eux-mêmes, à force de mentir, comme le mensonge tient le mensonge, se rappelant de tous les mensonges qu'ils vous ont fait par le passé, le jour où ils sentent qu'il est temps de dire la vérité, ils ne peuvent plus. Parce que cette vérité, vous ferait dire, mais tu m'as dit ça hier, tu m'as dit ça avant-hier, tu m'as dit ça il y a 4 jours. Comment tu me dis maintenant que ça ne va plus? Il y a 2 jours, tu m'as dit que la situation est sous contrôle. Maintenant, tu me dis que nous sommes battus. Mais où sont les âmes que tu m'as dit que nous avons au magasin? Où sont les gars que tu as dit que tu as recrutés? Il ne peut pas dire que tout ça, c'était des mensonges. Donc, il entretient le mensonge. Et il n'y a que la chute du chef qui réveille le chef pour découvrir que, il était le dédon de la farce. C'est valable dans des familles. Vous êtes dans une famille, c'est vous qui faites le malin, c'est vous qui faites le gros dos, c'est vous qui êtes monsieur. Tout le monde sait dans le quartier que votre femme vous trompe, sauf vous. Vous faites le malin, vous vous moquez des gens. Ou bien vous êtes une femme, c'est vous qui loignez les vendeuses de beignets, c'est vous madame, vous passez à votre voiture, vous éclaboussez tout le monde. Ah, vous ne savez pas que quand vous n'êtes pas là, votre mari couche avec toutes les vendeuses de tomates là. Dans votre lit en plus parfois. Mais tout le monde vous sourit parce que vous avez mis un système en place où aucune de ces filles-là ne va avoir pitié. Vous pouvez lui dire, maman, sinon mon ami. Le hobby, mais mon rôle ne le dit. Mais ils ont un mensonge de temps en temps, venez vers 14h. Il y a un peu bateau, mais on dit, quand tu es bien avec les gens, quelqu'un peut te parler. Mais si tu méprises tout le monde entier te voit nu, toi tu penses que tu es super puissant. Tu vois tes amis, tu te moques d'eux, ils ne savent pas éduquer leurs enfants, tout ça. Ta fille, les modèles, les exemplaires ne sont jamais. À 14 ans, c'est ta fille qui prend une grossesse. Pendant que les filles de quartier que tu disais, personne ne les éduque là, sont encore vieilles. Parce que, en faisant trop le malin, ta fille te connaît, tu pars le matin, tu arrives le soir, c'est pas compliqué de gérer le moment où tu es là. Écoutez, quand nous partons là, est-ce qu'on suit vraiment les choses qu'on pense qu'on suit? Après, c'est Dieu qui veille sur nos arrières. On fait beaucoup le malin alors qu'on ne maîtrise rien. C'est ça le principe de la tour d'ivoire. On croit faussement que quelque chose est vrai quand tout prouve que c'est faux. Sauf nous-mêmes, ça arrive souvent en entreprise. Donc, selon le type de réunion, on va convoquer des personnes différentes, on va le préparer de manière différente et on va choisir la coordination de la réunion de manière différente. Parce que celui qui coordonne la réunion détermine pour beaucoup la qualité de la réunion. Après la question de la préparation, le sort d'une réunion dépend beaucoup de comment elle est gérée. Et dans une réunion,
Ce que les gens disent, ce qu'ils pensent n'est pas le problème. Le seul problème dans une réunion, c'est la méthode. La confrontation ne vient pas des avis divergents. Deux personnes peuvent avoir des avis divergents et sortir d'ici en s'embrassant. Ce n'est pas ça le problème. Les gens peuvent même se détester, ce n'est pas ça le problème. Ça, là, ça se règle. Mais le problème, c'est comment on a géré leur discussion. Donc, notez bien que les conflits qui naissent dans une réunion ou l'inefficacité d'une réunion tient moins à la valeur intrinsèque ou à la nature intrinsèque des gens, des membres de la réunion, qu'à la manière dont les affaires fonctionnaient ensemble. Le meilleur exemple, c'est peut-être une équipe de football. Écoutez, vous pouvez aligner, on a vu, l'équipe du Barça, vous pouvez aligner 22 internationaux, et qu'une équipe de quartier vous batte, parce qu'ils ont un beau jeu collectif, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont des réflexes, des automatismes, ils se connaissent. Vous, chacun de vous joue dans le monde, il vient, il ne veut pas mouiller le maillot, il ne veut pas se blesser, vous êtes des stars, vous ne vous fatiguez pas, vous vous réservez pour pouvoir retourner dans votre pays pour lundi prochain afin de jouer. On peut aligner 22 internationaux qui vont être ridiculisés par une équipe moyenne. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce n'est pas la valeur, ce n'est pas le talent des joueurs, c'est le collectif. Comment le collectif a été géré? Si vous voulez que vos réunions soient efficaces, après les avoir bien préparées, il faut vous assurer, si c'est vous qui les gérez, ou si c'est quelqu'un d'autre qui doit les gérer, que la personne gère la réunion avec sagesse. Quand on parle de la sagesse dans la gestion de réunion, il y a quelques règles qui reviennent. Mais je dirais que plus généralement, c'est la sagesse des relations sociales en général. Parce que dans une réunion, vous mettez en confrontation et en coopération des hommes. Vous devez connaître l'homme dans sa nature intrinsèque, dans ses réflexes, dans ses sentiments, dans ses susceptibilités, dans ses frustrations. Vous devez savoir gérer les hommes. Si vous ne savez pas en règle générale gérer les hommes, vous ne pouvez pas gérer une réunion. Parce que le gestionnaire d'une réunion est un psychologue qui doit savoir quoi faire, quand le faire, quoi arrêter rapidement, quoi pousser, quoi différer, ainsi de suite. D'accord? Donc, une lourde responsabilité pèse donc sur celui qui gère la réunion. On pourra revenir sur certains détails avec vos questions. Mais quelles sont les grandes responsabilités de celui qui gère la réunion? 1. Il doit veiller, en supposant que ça avait été déjà fixé, au respect rigoureux de l'ordre du jour. On est venu pour discuter, ou bien par exemple, pour écouter l'expert nous présenter la bonne méthode pour gérer la succession. On n'est pas venu pour partager les biens. On ne va pas venir que les experts soient en train de parler et que quelqu'un ouvre un débat qui nous entraîne à parler de partage. Quel que soit son avis personnel, le gérant de la réunion doit dire, excusez-moi, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la procédure. Je vais convoquer notre réunion pour parler des biens eux-mêmes. Parce que vous savez, le mal est vicieux. On dit, qui sème le vent rencontre la tempête. Le mal commence toujours comme un petit vent et devient une tempête. La colère, les frustrations, les grands conflits naissent petits comme ça. Quand on ne les arrête pas, ils se grossissent. Quand quelqu'un fait un débordement comme ça, vous le laissez, un deuxième débordement rentre, au troisième débordement, c'est l'explosion. Mais quand vous cassez net, lui-même d'abord, vous étouffez un esprit mauvais. Si vous, le fait de canaliser par les ordres du jour, rigoureusement respecter les débats, casse la propension des gens à s'enflammer. Parce que généralement, pour s'enflammer, il passe du coq à l'âne. Il va dire, oui, pourquoi on veut partager comme ça, et puis après tout, lui, sa maman-là a été épousée la dernière. D'abord, sa maman-là, elle vient de Savert, alors que nous, les gens de Savert, on nous a tout méprisé. Puis bon, son père dans ce pays-là, après tout, il devait se... Vous allez voir, il va passer d'un sujet à l'autre en désordre pour essayer d'avoir gain de cause. Dans une démarche où on parle, même si c'est dans la même réunion qu'on va débattre, le point 3 est fait pour le bien. Nous sommes au point 1. Quand on va arriver là, tu vas parler. Si tu as quelque chose à dire, sur ce point-là, parle maintenant. Pour le reste, attends. Le fait d'obliger les gars à se contrôler et attendre un moment, désarme déjà un peu. Si vous êtes en colère, on dit, bon, tu es en colère, ce que tu veux casser, là, je t'autorise à le casser, mais attends une heure de temps. Attends, je vais te donner ça, tu vas casser tout à l'heure. Il n'y a pas sûr que dans une heure de temps, tu as encore envie de casser. Mais si au moment où tu es énervé, tu dis, tu prends le verre, tu veux le casser, on te laisse casser, tu vas le casser. Mais si tu dis, bon, garde ta main comme ça 5 minutes, tu vas casser ça tout à l'heure. C'est pas sûr que dans 5 minutes, tu vas encore casser le même verre dans ta main, même si on ne t'a rien fait. Donc, le fait de temporiser les choses, de ne pas laisser, vous allez voir, quand vous jouez par exemple au football, quand l'adversaire n'est pas capable de vous battre, s'il est malin, il doit casser le jeu. Multiplie les fautes, multiplie les sorties de balles, multiplie les erreurs. C'est-à-dire, ils ne font pas de la stratégie, hein, mais ils cassent le jeu par des interruptions. Vous êtes déconcentré, vous n'arrivez plus à déployer votre jeu. Parce que c'est le principe de l'énergie cinétique. Pour qu'un moteur tourne à vive allure, il faut qu'il ait un minimum de temps pour se lancer sans interruption. Si tu démarres, on te casse. Tu démarres, on te casse. C'est parce que quand tu vas démarrer, tu vas aller loin. Vous allez voir dans certaines courses, quand les athlètes, par exemple, qui font le sprint, font des faux départs, ils reprennent. Parfois, de très bons sprinteurs finissent par perdre la course parce qu'ils ont gardé toute leur énergie pour le premier lancement. Quand ils font comme ça, on les casse, c'est fini. Ils ne peuvent plus gagner la course. Donc, le fait de briser un élan diabolique, c'est déjà une grande victoire, même s'il peut revenir à la prochaine occasion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, celui qui gère la réunion doit savoir que, d'abord, il ne doit pas avoir trop de parti pris. S'il a lui-même le membre de la famille, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas d'opinion. Mais même s'il a des opinions, il doit avoir la sagesse que ces opinions soient dissociées de son rôle. Je peux avoir mon opinion, mais je dois m'obliger et on doit choisir pour diriger une réunion, par exemple, au niveau de la famille, des gens qui ont la sagesse pour se départir de leurs propres opinions. Il peut y avoir des moments où je vais vous donner mon opinion dans la réunion. Mais mon rôle en tant que facilitateur d'une réunion
ne doit pas se faire au détriment ou au profit de mon opinion. Ce n'est pas parce que je pense telle chose que quand quelqu'un dans la salle prend une position pour dire le contraire, je vais lui couper rapidement la parole et donner la parole à quelqu'un qui est d'accord avec mon opinion. C'est pour ça que si vous n'avez pas affaire à des gens sages, ils vont me prendre quelqu'un qui n'est pas partie des débats, qui n'a pas d'enjeu. C'est mieux pour gérer nos réunions. Mais si quelqu'un est sage, il peut avoir son opinion, mais conduire sagement une réunion. Mais il faut vraiment que ce soit un sage. Si vous n'avez pas de sage dans votre famille ou dans votre entreprise, il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'est pas concerné par les problèmes et auquel on dit, ton rôle, c'est de veiller à ce que chacun puisse parler, à ce que la procédure soit respectée, à ce que le temps prévu soit respecté. Si nous avons une réunion qui doit commencer à 15h et qu'elle finit à 16h30, on sait que les 5 premières minutes, c'est pour faire telle chose. Les 10 premières minutes, c'est pour faire telle chose. Il doit y avoir quelqu'un qui, comme un robot, est là pour nous obliger à tenir dedans. Parce que l'autre chose aussi qui font les dérapages, c'est le temps. Ce qu'on peut dire en 5 minutes là, si vous permettez aux gens de dire en 30 minutes, ils vont l'occuper par plein d'inutilités. Quand quelqu'un a 2 minutes pour parler, il n'a pas le temps d'inciter quelqu'un. Il va dire rapidement ce qui lui tient à cœur. Mais si quand quelqu'un prend la parole, il peut parler 30 minutes. C'est quand il a fini, qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre. Il a le temps, il parle. Il y a des gens, le fait de parler les saoule. Tant que vous ne les avez pas arrêtés, il faut qu'il y ait le feu avant qu'il s'arrête. Celui qui donne la parole aussi doit veiller à ce que quelqu'un ne prenne pas la parole pour parler 15 minutes. Il faut pouvoir le ramener, soyons concis. Ou alors vous allez voir des gens, ils prennent la parole, ils mélangent ce qu'ils veulent dire, les motivations de la chose, les conclusions qu'ils veulent en tirer et les exemples. Non, en raison de telle chose, j'ai telle opinion. Pour telle raison, je veux telle chose. Et souvent les gens mélangent tout. Il faut obliger les gens à être clairs. Tu veux quoi concrètement? En résumé, ou alors quand quelqu'un passe, c'est pas clair, excusez-moi, on va essayer de faire le point. Essaye aussi de faire régulièrement le point dans la réunion. Parce que parfois, à force de parler, les gens oublient même où on en est. Il y a des réunions où, à un moment, les gens ne savent plus où on en est. Et c'est parce qu'ils ne savent plus où on en est qu'ils commencent à dérailler. Il faut dire en résumé. Au point, nous sommes actuellement au point 2. Tout le monde est d'accord qu'il faut partager les biens. Oui, tout le monde est d'accord. Si quelqu'un n'est pas d'accord, parce que le premier point c'était la pertinence du partage des biens. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il faut partager les biens? Oui, parfait. Donc ce débat-là, on ne le fera plus jamais. Nous sommes bien d'accord qu'on ne revient plus sur la question de savoir s'il faut partager les biens ou pas. Ce débat-là est terminé. Nous pouvons parler du comment. Mais est-ce qu'il faut? On est d'accord que c'est terminé? Oui, parfait. Point 2. Mais il y a des fois où vous faites une réunion, tout le monde est d'accord, on laisse ouvert, on avance, parce que plus loin sur la question du prix, quelqu'un n'est pas d'accord, il revient et dit non, moi dans tous les cas, je ne suis pas d'accord pour la vente. Ne permettez pas que le point C revienne neutraliser le point A. Il faut qu'on ait verrouillé le point A en quittant A, de telle sorte que quand quelqu'un n'est pas d'accord sur C, il est obligé de gérer son problème sur C, mais il ne peut plus revenir remettre en cause A. Tu vois où est-ce que je veux dire? Il faut bloquer et il faut sécuriser les acquis dans une réunion. Nous sommes tous d'accord que le budget de l'année prochaine ne dépassera pas 1 milliard. Vous êtes tous d'accord? Oui, parfait. Nous sommes tous d'accord qu'en conséquence, comme ça fait 10% de réduction, tous les départements se partageront des réductions. Oui? Ah, nous on a des problèmes. Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Sinon, on refait le débat d'abord. Parfait. Maintenant, effectivement, nous allons maintenant déterminer quel pourcentage de réduction il y aura. C'est bien ça? D'accord. Maintenant, on va parler en désordre. Quels sont les critères à prendre en compte pour fixer le pourcentage de réduction? C'est ça que nous allons voir. Oui, moi j'ai beaucoup de problèmes. Non, on ne parle pas encore de ce que chacun a. On parle des règles objectives qu'on peut appliquer de manière mathématique pour déterminer de manière neutre qui va sacrifier quoi. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires réalisé? Est-ce que c'est... Parce que, vous savez, comment je vais dire? Il ne faut pas permettre lors des réunions que les débats sur les règles se mélangent aux débats sur le jeu. Il y a des moments où il faut dissocier les choses pour les gérer. On appelle ça la technique du saucissonnage. Normalement, par exemple, quand vous voulez partager, je prends l'exemple de partager bien parce que c'est dans beaucoup de familles, c'est sur ça que les gens se... Hélas, on a même encore un jeune qu'on connaît qui est mort bêtement pour des bêtises comme ça. Les gens sont de mauvaise foi, généralement pour le point final. Et c'est à cause de ce point final-là qui bloque et qui perd du temps sur beaucoup de points. Si vous mélangez tout, vous ne pouvez pas gérer. Il faut aller étape par étape et bloquer les choses. Est-ce qu'on vend? Oui ou non? Oui, tout le monde n'a qu'à signer ce papier que tout le monde a répondu à la question est-ce qu'on vend? Oui, parfait. Ensuite, quand on va vendre, on partage l'argent? Oui, parfait. Quels seront les critères? Ah oui, tel grand frère, bon. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a une loi qui régule ça dans le pays? Est-ce que nous sommes tous d'accord que nous sommes obligés de suivre la loi? Parce que si on ne suit pas la loi, n'importe qui n'est pas d'accord va nous enfermer? Oui, d'accord. Qui connaît la loi ici? Personne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous suspendons la réunion jusqu'à ce que vous ayez invité un expert de la loi pour nous dire qu'est-ce que la loi dit? Quand la loi nous sera communiquée, que le fait soit parti, en fonction de ce que la loi dit, nous allons prendre les débats sur le parti. La séance d'aujourd'hui est levée. À samedi prochain, j'inviterai un huissier pour nous expliquer les règles de partage. L'huissier vient, il enseigne point 1, point 2. Qui a des questions? Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on peut pas tel? Chacun pose des questions, c'est bon? Nous notons la réponse. Monsieur l'huissier, merci pour partir. Chacun de vous a entendu. Maintenant, soit en même temps, selon la durée que ça a pris, soit lors d'une autre réunion. On est bien d'accord donc que la loi est claire, ne peut rien faire. Celui qui est mort, il a 30% de ses biens qu'il peut donner à qui il veut, comme il veut, on ne peut pas lui poser de questions dessus. Les 2 tiers qui restent, ça lui plaît pas, seront partagés équitablement entre son épouse, je crois, à hauteur du tiers, et ses enfants. Est-ce que nous sommes tous d'accord que c'est ça qu'il a dit, c'est écrit?
Est-ce que nous sommes tous d'accord que les enfants, hommes et femmes, ont les mêmes droits? Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas, mais est-ce que nous sommes d'accord que c'est ça qui est écrit? Et que nous sommes d'accord que nous sommes obligés de faire ce qui est écrit? C'est-à-dire, progressivement, vous éliminez les problèmes. Quand vous finissez tout ça, vous dites, bon, maintenant, qui va avoir quoi? Il n'y a plus de débat. Ne faites pas le débat comme les femmes à Dantokwa ou comme les politiciens béninois. On parle des choses sans aucune méthode. Vous savez, c'est un peu comment je vais vous expliquer ça. D'ailleurs, je vous invite. Bon, ça coûte un peu cher. Moi, je vais offrir ça à tous mes collaborateurs, les directeurs de Global. Si quelqu'un à moi, je vous conseille. Je vais vous amener les affiches, il y a un excellent film qui s'appelle 12 hommes en colère. C'est un film, le scénario, c'est qu'il y a un monsieur dont le père a été tué. Et il a été arrêté parce que quelques preuves tendaient à faire croire que c'est lui qui a tué son père. Et il est donc passé à la cour d'assises, c'est-à-dire il y a un jury de 12 personnes qui devaient, après présentation des preuves et la plaidoirie de chaque partie, se réunir, débattre entre eux pour décider si c'est lui qui a tué son père ou pas. Et ce que la majorité d'entre eux décident, c'est ça qu'on applique. Quand ils ont commencé donc la cour d'assises, après les plaidoyers et tout ça, 11 des 12 membres étaient convaincus que c'était lui qui avait tué son père. Il y avait un seul qui était convaincu qu'il n'a pas tué son père. Et tout le film, c'est comment, jour après jour, parce que quand c'est comme ça, on vous enferme dans une salle, vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas entendu et qu'on n'ait pas pris une décision. Un seul, il était seul, comme tous les autres. Comment patiemment, méthodiquement, il a ramené un à un, par des questions, C'est merveilleux, moi c'est l'un des films que je préfère. Comment il a ramené les gens et à la fin, tous étaient convaincus, sauf une personne que le jeune était innocent, ils l'ont acquitté. C'est un film, je ne sais plus, américain, mais là, Tola Kukui a fait une mise en scène de ça en théâtre. C'est un extraordinaire film. Ça vous montre ce qu'on appelle manœuvrer méthodiquement pour avoir quelque chose. Si quelqu'un peut aller le suivre, je vous conseille d'aller le suivre. Moi, je vais essayer d'offrir ça à tous les directeurs de Global. Parce que c'est des choses qui changent une vie. Quand on sait faire ça là, les niaiseries qu'on voit dans nos pays, dans nos sociétés ou dans nos familles là, ne sont pas possibles. Parce que vous savez comment les gens font. Même quand je vois les femmes au marché, quelqu'un dit qu'il veut vendre quelque chose à 2000, on divise le prix par 2000 francs. Et on commence à tirer avec lui, bon, pour voir s'il va accepter 1000 francs, 1200. C'est intuitif. On n'appelle pas ça de la négociation, on appelle ça du marchandage. Si vous faites ça au Sénégal, vous allez vous faire avoir. Au Sénégal, quelque chose peut coûter 50 francs, ils vont te dire 50 000. Quand tu as dit 50 000, si tu achètes à 10 000, tu penses que tu es fort. Ça coûtait 50 francs. Parce que dans la mentalité du Béninois, si le gars veut être trop gourmand, il va multiplier par 2. Donc quand tu arrives à diviser un prix par 2, tu es déjà très fier de toi. Mais tu vas à Lomé à côté. Moi, quand mon épouse va à Lomé là, quand elle arrive au marché, elle commence à dire, quand il dit, les Cotonois là, vous êtes à quoi? Comment tu sais, je viens de Cotonou? Il n'y a que vous les Cotonois qui venez, on dit un prix, vous divisez par 2. Sachez ici qu'à Lomé, quand on dit un prix, il y a trop dessus des 500. Vous pouvez vraiment le laisser partir. Mais chaque pays a ses habitudes. Ce que vous faites à Tokwa, quelqu'un dit 2000, 1000 francs, moi c'est 1000 francs, j'ai, et puis vous commencez ce débat là. Ça c'est du bavardage, c'est pas de la négociation. Pour négocier, il faut avoir des chiffres. Il dit 2000, mais selon toi, il a acheté à combien? Il a déplacé ça à combien? Ça lui coûte. Tu dois faire rapidement quelques calculs pour savoir autant, sinon mieux que lui, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas. Quand je commence à discuter avec lui pour venir à un prix, c'est que je peux lui démontrer pourquoi je demande ce prix-là. Et il tourne, il est obligé de revenir à ça. Il y a des grands contrats dans lesquels on va jusqu'à décider de faire certaines choses à la place de son fournisseur pour l'obliger à avoir un prix. Tu dis à quelqu'un, par exemple, que tu veux lui vendre, je ne sais pas, une voiture à 1 million. Il dit que c'est trop cher, tu dis non, c'est parce que les choses coûtent tel. Tu dis par exemple que les pneus coûtent 200 000, il dit pas de problème. Livre-moi la voiture sans les pneus. Moi j'ai quelqu'un qui peut me vendre de 4 000 à 50 000. Et c'est vrai, il va appeler quelqu'un qui va livrer 4 000 à 50 000. Quand quelqu'un connaît les prix des choses comme ça, tu ne peux plus dire oui, la voiture 1 million, c'est à prendre ou à laisser, bon c'est 800 000, non. Parce qu'il y a une manière de calculer qui permet de ne pas parler comme au marché. Donc pour persuader les gens dans la vie, si vous pouvez aller voir ce truc de Tola Kukui, dans la vie, de temps en temps, il faut dépenser un peu d'argent pour gagner de grandes choses. D'abord, Tola Kukui est un excellent metteur en scène. Bon, le CD, c'est des films qu'on ne trouve pas comme ça sur le marché béninois. Vous trouvez ça, il va falloir aller en France, au Canada, ou sur les sites internet. Il faut payer avec les cartes de crédit. Mon père avait ça, je ne sais plus où on a mis ça. Mais Tola Kukui est un excellent metteur en scène. Je n'ai pas vu encore cette pièce, mais c'est quand même l'un des meilleurs metteurs en scène béninois. Je pense que si Tola Kukui fait une adaptation d'un film comme ça, certainement qu'il va même tropicaliser ça un peu, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça s'appelle 12 hommes en colère. Lui, il a appelé ça 9 hommes et 3 femmes en colère. Bon. D'accord? Donc, la méthode est déterminante. Il y a des méthodes où celui qui veut de mauvaise foi, il est obligé de se calmer, il va vous en vouloir, il va être énervé au fond de lui. Mais il ne peut pas l'exprimer. Il ne peut pas l'exprimer. Regardez les trucs que les syndicalistes font et puis ils font des revendications là. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas diriger un pays, il va avoir des grèves. Parce que, pourquoi il va avoir des grèves? Parce que c'est mon argent. Mon père a dirigé la loterie pendant 20 ans, il n'a pas une grève. Donc moi, j'ai appris ça au berceau. Et en plein PAPB, où les gens avaient 7 mois d'arrêt de salaire, il n'y a pas une grève à la loterie en 20 ans. Quand tout le pays était en grève. Quelle est la méthode? Écoutez, vous prenez par exemple un budget national. Les gens se battent pour augmenter leur part. Vous discutez avec eux. Pourquoi vous allez discuter avec eux? C'est votre argent. Si les enseignants demandent qu'on leur donne 10 milliards de plus, c'est forcément 10 milliards qu'on prend dans la poche ou dans le budget prévu pour d'autres catégories de Béninois.
C'est pas là. Ça ne parle pas de Yaïbouni. Si le budget c'est 1000 milliards, on avait tout partagé à chacun au début de l'année. Quelqu'un on lui avait prévu 50 milliards, il demande 60 milliards, c'est qu'à quelque part on avait prévu 20 milliards, on va devoir lever. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque fois qu'on double le salaire des enseignants, c'est des hôpitaux en moins dans un village, c'est des puits qui ne sont pas construits, c'est des électrifications en retard, c'est des budgets en moins pour la culture, c'est ça. Parce que l'argent qu'ils demandent en plus ne vient pas de la poche de Yaïbouni. Ou alors, c'est des entreprises qu'on va taxer plus en augmentant les impôts pour le prendre. Les gens ne savent pas ça. Ça fait que les syndicalistes attaquent le gouvernement et les gens dont en réalité le gouvernement prend l'argent pour les satisfaire soutiennent les syndicalistes. Vous voyez la bêtise de l'ignorance. Si moi je gère un budget, au début là je vous dis, bon, écoutez, douane, impôts, tout ça, vous pouvez mobiliser combien cette année? 1000 milliards, parfait. Vous voulez dégager 100 milliards pour les dépenses de souveraineté de la présidence? L'Assemblée nationale, vous voulez combien? 50 milliards, parfait. Ça fait 150 milliards, ça on ne touche pas. Le reste là, réunissez-vous et partagez. Enseignants, envoyez vos représentants, médecins, envoyez vos représentants. Entendez-vous? Dites-moi qui prend quoi. Il reste 850 milliards, partagez entre vous. Mais on s'entend. Quand on prend la décision au début de l'année, on ne modifie rien dedans jusqu'au 31. En décembre prochain, nous ferons ça pour l'année qui suivra. Entendez-vous? Si quelqu'un veut prendre 3 fois plus qu'il a l'habitude, ce n'est pas le problème, il n'a qu'à s'entendre avec ses autres frères béninois. Entendez-vous entre vous et communiquez-moi le budget. Et vous me communiquez le budget, je l'exécute. Quoi mon problème à moi? Mais pourquoi le gouvernement se met au milieu des gens qui doivent se battre pour se battre contre chacun d'entre eux à longueur de journée? Pourquoi? Et on fait des réunions syndicalistes pour se disputer avec des gens au nom de ceux qui doivent piller. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut faire attention à ce que la réunion suive aussi une stratégie. Là où celui qui gère la réunion peut effectivement influencer les choses, c'est dans ce genre de stratégie. Si moi je dois manipuler une réunion, ce n'est pas dans ce que je dis, c'est dans la stratégie ou la méthodologie d'une réunion conditionne fortement ce qui peut en sortir. La méthodologie d'une réunion conditionne fortement ce qui peut en sortir. Parce que je suis en train de vous démontrer là que la méthodologie d'une réunion influence plus les choses que ce qu'on y dit. D'accord? Donc, la nature de celui qui conduit la réunion est vraiment une variable très importante. Ça doit être quelqu'un de très sage, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très fin. Quelqu'un qui est capable d'analyser ce que j'appelle les rapports de force. Quand il voit le groupe, il sait qui est fâché, il sait qui est content, il sait qui s'en fout. Quand quelqu'un parle dans un groupe, je dois savoir pendant qu'il parle en regardant les autres, je sais ce qu'il pense de ce qu'il dit. Je sais qui est d'accord, je sais qui est énervé, je sais qui est pressé de prendre la parole pour répliquer. Je le sais quand je regarde les gens. Je ne suis pas le seul, je suis sûr que beaucoup de gens. C'est une question d'expérience. Quand vous arrivez dans une salle, par exemple, vous voulez faire un discours, vous savez si la salle est globalement hostile ou globalement acquise ou si elle est indifférente. Vous ne pouvez pas entrer dans une salle et faire un discours comme s'il n'y a personne. Regardez, je me rappelle Kérékou il y a quelques années. Les Tordinoué qu'on sort là, ils se sont réunis à la bourse du travail, ils devaient faire grève, ils étaient énervés, tout ça. Et Kérékou arrive dans la salle. Ils étaient en train de bouillonner, ils menaçaient. Ils croyaient que Kérékou allait faire un grand discours sur le problème. Kérékou vient, savez, c'était derrière Tordinou, bien derrière qui se met. Il prend sa main comme ça, derrière lui, puis il commence à chanter. Nous ne pouvons plus. Et il a commencé à chanter la chanson révolutionnaire avec eux. Et ils sont tous levés, ils ont commencé à chanter avec lui. Et puis ils ont commencé à rire. Qu'elle a fini d'applaudir, et puis il est reparti. J'avais brisé le moment de grève. Les télés ont filmé. Il est venu les ridiculiser. Le temps qu'ils comprennent ce qui s'est passé, il avait déjà tué le mouvement. Parce que quand il a analysé, il a compris que l'essentiel, ce n'est pas dans ce qu'ils disent. Mais c'est que généralement, derrière ça, il a fait autre chose. Donc vous devez avoir aussi un peu de. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. On ne peut pas rester comme ça dans la vie seulement au premier degré. Il faut apprendre à flairer un peu les choses. Vous pouvez sentir par exemple qu'à un moment, quelqu'un a dit quelque chose dans la salle. L'autre partie veut répliquer. Ce n'est pas la bonne de donner immédiatement la parole à la partie qui va répliquer. Il faut une autre intervention au milieu pour que l'autre ait le temps de se calmer avant de revenir à lui. Ou bien vous-même, vous pouvez prendre la parole, c'est vous qui dirigez, pour rééquilibrer un peu les choses, relativiser ce que l'autre a dit, rappeler qu'après tout, on n'est pas encore à l'étape de la décision, ce n'est que son point de vue. Quand vous faites un certain nombre d'ajustements comme ça, avant de donner la parole, l'autre ne réagira plus de la même manière que si juste après l'autre parle, vous balancez la parole à l'autre qui est en train de bouillonner pour lui donner la parole. C'est ça la sagesse de quelqu'un qui gère une réunion. Je ne sais pas où est-ce que je veux dire. Donc, vous devez connaître d'avance les différents camps, les différentes tendances, ou les sentir, et manœuvrer pour les éteindre, les ménager, faire des blagues. C'est une question de leadership du groupe que vous devez avoir. Le but étant d'arriver à un résultat consensuel. C'est comme dans une négociation de paix. Et vous devez gérer beaucoup la susceptibilité des gens. Si vous sentez par exemple que dans un groupe, avec la tendance que prend la réunion, un camp est en train de perdre, vous devez beaucoup flatter le camp là. Vous devez en tant que coordonnateur du groupe, faire croire, ou pas faire croire, mais montrer, comment je vais expliquer ça? Oui, rassurer ce camp, mais ça va au-delà. Parce que vous savez, quand les gens s'affrontent, ils s'affrontent d'abord pour eux-mêmes, mais ils s'affrontent aussi à cause des gens qui les ont mandatés. Il y a des choses que les gens considéraient s'ils étaient seuls dans une réunion, mais qui ne concernent jamais quand ils pensent à ceux qui vont dire au leur quand ils vont entrer. Je vais dire à mon épouse, elle va dire que tu as été un imbécile. Toi, tu es parti là-bas, tu n'as même pas été capable de nous défendre. Mais je vais aller dire ça à ma mère, elle va dire, voilà, imbécile. Les autres sont là, à leur moment, les ont bien défendus. Toi. Donc, quand les enfants pensent à des choses comme ça, des choses que lui-même trouve que c'est normal,
il ne va plus vouloir considérer que c'est normal. Parce qu'il pense à, comment on dit, d'eau. Quand vous sentez que la réunion prend une tendance, et que si vous êtes sage, vous anticipez que les autres, s'ils pensent à ça, ne peuvent pas être d'accord, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être le premier à prendre la parole pour, sans dire que c'est ça que vous faites, commencer à dire des choses qui rentrent dans leur cerveau comme des arguments qui peuvent servir à leur mandataire. Comment je vais vous illustrer ça? Supposons par exemple que vous savez que le camp qui est en train de perdre là, c'est eux qui sont pressés qu'on vende. Par exemple, si c'est l'héritage. Parce qu'ils ont faim, leur maman est endettée, des choses comme ça. L'autre camp, ce qu'il est en train d'obtenir, c'est vrai qu'il est en train de faire une bonne affaire en termes de concession, mais eux, leur maman est plutôt assez fortunée. Donc, qu'on partage aujourd'hui, dans 3 ans ou dans 4 ans, ça ne change rien pour eux. En parlant, vous allez dire, bon, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, eux, ils sont en train de dire qu'ils vont prendre 3, les autres vont prendre 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que eux qui, depuis toujours, n'étaient pas pressés qu'on partage, ils n'ont pas besoin d'argent, sont maintenant pressés pour qu'on partage vite, au moins que le cash tombe. Vous ne dites pas que vous êtes en train de dire ça aux autres, mais faire le maître leur dit, le bon côté des choses, c'est que le cash tombe. Et vous n'avez pas les moyens d'attendre 3 ans qu'on soit en train de discuter. Parce que dans les faits, en réalité, c'est que si nous ne sommes pas d'accord, il n'y a rien à faire pour avancer sans être d'accord. Il y a des familles où, depuis 20 ans, il y a même tous les héritiers sont morts, c'est leurs enfants qui aujourd'hui parlent du partage d'héritage. Parce qu'ils ne se sont pas entendus, parce qu'une personne n'était pas d'accord, ils n'ont rien partagé. Donc, comme les temps sont durs, et que certains d'entre nous ici, à juste titre, avons besoin d'avoir du frais rapidement, je note qu'eux, ils ont demandé 3, mais ils nous ont fait un grand cadeau. Ils sont en train de nous permettre d'avoir du cash rapidement. Quand ces enfants-là, l'autre quand elle va rentrer, quand le moment va les attaquer, on dit oui, mais on a fait ça parce que, arrêtez, ça permet d'avoir du cash rapidement. Vous qui avez parlé là, vous avez parlé parce que vous êtes en train de leur servir des arguments pour quand ils vont quitter la réunion là, ils aient de quoi regarder leur maman en face pour la convaincre. Parce que si, quand ils rentrent, même si vous êtes plus fort que dans la réunion, j'ai vu certaines questions, vous leur posez votre point de vue. Si vous ne leur donnez pas des armes pour convaincre les gens qui les ont envoyés, quand ils vont aller là-bas, les gens vont contester tout. Et vous viendrez à la prochaine réunion, vous recommencez tout à zéro. Ça veut dire ce que je veux dire. Donc, quand gagne, il a intérêt, ou le facilitateur a intérêt, à aider le camp perdant à oublier qu'il a perdu et à croire ou à voir en quoi il a gagné. Et Monseigneur de Souza a très bien fait ça à la conférence nationale. Il a manipulé Kérékou de telle sorte que Kérékou sortait complètement perdant. Mais en même temps, oui, c'est le héros, il a sauvé ce pays, il nous a invité le bain de sang, puis c'est vraiment le général, tout le monde l'applaudissait, heureusement. Donc, tout ce que Monseigneur a fait dans ce sens-là, ce n'était qu'une manière de passer le baume au cœur de Kérékou ou de donner l'impression que, mais après tout, j'ai sauvé ta tête. Quand il a commencé à faire ça, Kérékou a lâché tous les siens. Les Africains dire, oui, on est prêt à tout, mais quand on ne dit pas descend. Kérékou n'a pas tenu conseil, il est venu, il a dit, bon, maintenant tout le monde descend. Parce que les dessous ont eu l'intelligence de régler le problème non formulé. Parce que souvent, ce problème-là, personne ne vous le dira. La vraie raison que les gens de ne pas céder ne vous le diront jamais. Mais vous êtes censé, si vous êtes psychologue et vous savez analyser les problèmes humains, anticiper que si j'étais à ça, là on dit, aime ton prochain comme toi-même. Si j'étais à sa place, comment je fonctionnerais? Si quelqu'un a les armes à la main, vous lui demandez de venir déposer les armes, on va le condamner à mort. Il vaut mieux pour lui mourir en se battant au moins. Il va tuer au moins quelques personnes, peut-être qu'il va s'en sortir. Mais s'il ne s'en sort pas, dans tous les cas, vous vouliez tuer aussi, non? Autant qu'il fasse ce combat. Mais quand vous dites dépose les armes, nous te donnons une amnistie, vous commencez à lui donner des éléments de discussion. Vous se dites, bon, c'est vrai que avec ça, là, ça change tout. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce qu'il vaut mieux forcer? Est-ce que je vais m'en sortir ou bien il vaut mieux négocier? Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, je te tue, qu'est-ce que tu choisis? Il va dire, tuons-nous, on verra qui va être le plus fort. Donc, vous devez avoir cette intelligence de manager les discussions pour arriver à ce qu'il y ait un gagnant et quelqu'un qui gagne moins, mais pas un perdant. Parce que si un perdant, il va contester l'accord. Or, en général, à défaut d'un minimum d'accord, on ne va pas avancer de manière efficace dans la suite. On doit respecter le temps, on doit respecter la procédure, c'est-à-dire, c'est le tour de tel de parler. L'autre chose qui est très importante, ne permettez jamais, dans une réunion que vous dirigez, que les autres parlent quand quelqu'un parle. Il y a des réunions, quelqu'un parle, n'importe qui dans la salle peut se lever, lui couper la parole, commencer à l'insulter, et puis quelqu'un d'autre prend. C'est pas possible. Quelque chose que quelqu'un dit, limitez toujours le temps de parole des gens. Tu as 1 minute pour parler, tu as 2 minutes pour parler, tu as 5 minutes pour parler, ça dépend des sujets. Mais pendant les 5 minutes de la personne, même vous-même qui dirigez, vous n'avez pas le droit de l'interrompre. Parce que quand dans une réunion, les gens savent qu'ils sont en train de parler, mais qu'on peut les interrompre à tout moment, ils sont sur leur garde. Leur cœur bat plus vite. Ils parlent plus vite. Quand celui qui parle plus vite, il est plus excité, il est plus énervé. C'est-à-dire, comment je vais dire, le fait de ne pas rassurer celui qui parle pour qu'il soit au moins en paix, détendu. Là, c'est à mon tour de parler, personne ne va m'interrompre, n'est pas de nature à pacifier les gens. Donc, il faut être rigoureux. On ne coupe pas la parole à quelqu'un qui parle. Vous avez quelque chose à répliquer, si vous ne pouvez pas garder dans votre tête, notez. Quand ce sera votre tour, vous le direz. Et ne permettez jamais qu'il y ait des dialogues dans une réunion. Quelqu'un parle, l'autre demande la parole pour lui répliquer, l'autre demande la parole pour lui répliquer, vous le donnez. Non, il y a beaucoup de personnes dans la réunion. Lui parle. Si vous sentez que c'est lui qui veut lui répliquer le plus, calmez-le d'abord. Donnez la parole à d'autres personnes. Il a le temps de se refroidir. Quand vous viendrez à lui, le fait que les autres aient déjà parlé, tout ça, calme un peu les choses. Mais si lui parle, lui en veut à mort, vous donnez en même temps la parole à son puis adversaire, et vous ramenez à l'autre, vous créez rapidement
un ring entre deux personnes, toute la salle devient spectateur, ça devient le combat de deux personnes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des petits détails qui sont importants. Donc, je vais peut-être prendre une ou deux questions, ou peut-être une question, et nous allons continuer demain à entendre des autres sujets. Vous allez voir que quand on va parcourir les questions, on a répondu à beaucoup de choses déjà, ça n'a l'air de rien. Mais demain, nous allons continuer sur la gestion de la réunion, sur les conditions d'efficacité d'une réunion, sur les conditions de mise en œuvre de ce qui se dit après ou qui se dit pendant les réunions, et sur un certain nombre de cas très particuliers, comme par exemple pourquoi des discriminations à l'endroit des enfants, est-ce qu'on peut faire des reproches à son patron dans une réunion. Il y a des questions très intéressantes que nous allons pouvoir aborder demain. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions très importantes à laquelle je réponds rapidement avant qu'on ne se revoie demain? Alors, comme je dis, la notion d'efficacité dépend de qui raisonne. Là, je suppose que je parle aux gens qui convoquent la réunion, qui la gèrent. C'est lui qui doit savoir pourquoi il a convoqué sa réunion et se débrouiller pour que sa réunion atteigne les objectifs pour lesquels il les a convoqués. Il est évident que les gens ayant des intérêts divergents, ce n'est pas évident que la réunion va être parfaite pour tout le monde, puisque parfois même les gens ont des oppositions tellement contradictoires qu'il est impossible que tout le monde gagne. Mais nous parlons ici de celui qui a convoqué sa réunion, qui a fait la réunion. Lui doit savoir ce qu'il veut et se débrouiller pour l'atteindre. Sur la question de l'ordre du jour, c'est vrai que c'est une pratique courante dans notre pays que de ne pas communiquer aux gens l'ordre du jour. Je crois que c'est une erreur de méthodologie tout simplement. C'est très mauvais parce que cela, pour les raisons qu'on a déjà expliquées, crée beaucoup de contre-performances. Mais il peut y avoir quelques rares cas où la stratégie de l'efficacité recommande de cacher l'ordre du jour. D'accord? Mais il faut qu'on puisse justifier pourquoi on l'a fait. Ça ne doit pas être le choix par défaut. Je peux par exemple vouloir discuter d'un sujet, par exemple, entre des enfants héritiers, par exemple, ou entre des ministres. Je sais que si je leur communique l'objet, chacun d'entre eux va prendre l'avis de son parti politique qui va l'influencer. Et quand ils viendront, ils vont avoir des avis compliqués parce qu'ils ont déjà consulté des gens. Je choisis de les faire venir sans leur dire de quoi on va parler, parce que je veux les prendre à froid. Ça suppose que je vais les obliger à donner leur position avant de se lever, signer un document avant de se lever. Parce que si c'est que tu les fais venir pour parler, ils ont le temps de partir, vous allez finir après, ça ne sert à rien. Mais dans ce cas-là, je les prends quelque part, je les enferme, parle de quelque chose, on doit s'entendre avant de se lever, on signe avant de partir. Tu les prends, tu les gères, en les coupant d'un certain nombre de sous-influences, et tu obtiens une décision irréversible avant de te lever. Dans des scénarios comme ça, il peut se justifier de cacher l'ordre du jour, parce que la stratégie l'impose. Mais à moins d'avoir des raisons de ce genre-là, une réunion, si on veut qu'elle soit efficace, il faut annoncer avec précision l'ordre du jour. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails de tout ce qu'on dira, mais on doit pouvoir dire clairement pourquoi on a convoqué la réunion, qu'est-ce qui va se passer lors de la réunion. Sinon, parfois, vous convoquez des réunions, les gens arrivent et disent, bon, maintenant j'ai entendu, laissez-moi aller consulter les miens, on va en parler après. Votre réunion est inefficace. Alors, si vous l'avez déjà dit, on va se réunir pour parler de telle chose, si quelqu'un a quelque chose à consulter, et vous n'avez aucun problème avec ça, il est censé le faire avant d'arriver. On ne peut plus se retrouver, perdre du temps et dire, bon, on va se revoir la semaine prochaine, le temps que nous allons consulter les gens. Donc, pour être efficace, en règle générale, sauf quelques rares cas, comme celui que j'ai dit, il vaut mieux communiquer lors du jour. C'est bon? Nous allons lever la séance, nous continuons donc demain, 19h. On va prier. Excellent Père de gloire, merci. Merci Seigneur. Merci parce qu'une fois encore tu étais avec nous, tu nous as conduits. Tu nous as conduits dans la découverte, dans l'exploration, dans la maîtrise de cette chose importante, de ce mécanisme social important qu'est celui des réunions. Qu'il te plaît Seigneur de continuer par ton Saint-Esprit, de nous guider, de nous enseigner, de nous révéler des choses sur les réunions. Nous avons parlé de ce qu'il faut faire, mais nous savons Seigneur que c'est toi qui donnes le vouloir, le pouvoir, c'est toi qui donnes la capacité, c'est toi qui donnes l'intelligence, le discernement et la sagesse. Qu'il te plaît Seigneur de donner à chacun de nous l'intelligence de convoquer des réunions quand il le faut ou de ne pas en convoquer, l'intelligence de gérer les relations sociales, de gérer les relations humaines, l'intelligence des hommes, le discernement qu'il faut, la grâce, la faveur, la sagesse comme Salomon qu'il faut pour diriger les groupes. Donne à chacun de nous, dans les circonstances auxquelles il sera confronté, de faire preuve de cette sagesse-là, de recevoir ton esprit, de recevoir ton conseil, de recevoir ton orientation pour réussir brillamment, à mettre des hommes ensemble, à les unir, à leur permettre de fonctionner dans l'amour, dans la paix, dans la concorde, dans le pardon, dans la joie. Donne-nous, Seigneur, d'être des faiseurs de bonheur. Tu as dit qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bénédictions pour celui qui crée la paix. Si nous gérons bien les réunions, si nous savons pacifier les réunions, nous serons des faiseurs de paix dans nos entreprises, nous serons des faiseurs de paix dans nos familles, nous serons des faiseurs de paix dans notre pays. Donne-nous, Seigneur, d'être des lumières, d'être des témoins, d'être capable de pratiquer de bonnes réunions, d'être capable d'enseigner de bonnes réunions, d'être capable par notre seule présence quand une réunion déraille, quand elle va créer des rancœurs, quand elle va créer des ennemis, quand elle va créer des frustrations. Oui, Seigneur, dans notre pays, beaucoup de réunions créent des morts. Beaucoup de morts ont vu leur arrêt de mort signé lors d'une réunion où ils avaient dit un mot de trop, où ils avaient pris une position. Seigneur, qu'il te plaise de faire de nous, les membres du club Jésus pour réussir, des vecteurs de paix, des vecteurs de vie, des vecteurs de joie, parce qu'ils auront avec toi la sagesse et l'intelligente réunion. Merci Seigneur pour ces choses que tu as commencé dans notre vie et ces choses que tu continueras de faire dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce de porter des fruits. Que ton nom soit béni.
Merci Seigneur parce qu'au moment où nous allons rentrer, nous te confions notre mouvement, nous te confions nos allées, nos venues, nos moyens de déplacement. Nous te confions nos familles que nous avons laissées à la maison, nos entreprises, nos affaires. Donne-nous de les retrouver en joie. Donne-nous de les trouver bénis. Donne-nous de les voir prospérer à tous égards au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que demain est un nouveau jour. Tes bénédictions sont nouvelles sur nous. Ta force est avec nous. Par ces temps difficiles, nous prospérons pour démontrer que tu es Seigneur. Merci Seigneur parce que demain soir, nous sommes encore là, fidèles au rendez-vous. Ayant encore reçu tes révélations, ayant encore appris de toi, encore à nouveau pour nous recharger, pour apprendre à manifester ta puissance. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci infiniment parce que tu étais au rendez-vous. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le Club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?